Bonjour, bienvenue sur la voie de Morgane. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Mémoires de deux jeunes mariés de Balzac. Je vais faire encore une courte lecture, environ une demi-heure. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre écoute. Chapitre 6. Don Felipe Henares à Don Fernand. Paris, septembre. La date de cette lettre vous dira, mon frère, que le chef de votre maison ne court aucun danger. Si le massacre de nos ancêtres dans la cour des lions nous a fait malgré nous, Espagnols et chrétiens, il nous a légué la prudence des Arabes. Et peut-être ai-je dû mon salut au sang d'abencerrage qui coule encore dans mes veines. La peur rendait Ferdinand si bon comédien que Valdez croyait à ses protestations. Sans moi, ce pauvre amiral était perdu. Jamais les libéraux ne sauront ce qu'est un roi. Mais le caractère de ce Bourbon m'est connu depuis longtemps. Plus Sa Majesté nous assurait de sa protection, plus elle éveillait ma défiance. Un véritable Espagnol n'a nul besoin de répéter ses promesses. Qui parle trop veut tromper. Valdez a passé sur un bâtiment anglais. Quant à moi, dès que les destinées de ma chère Espagne furent perdues en Andalousie, j'écrivis à l'intendant de mes biens en Sardaigne de pourvoir à ma sûreté. D'habiles pêcheurs de corail m'attendaient avec une barque sur un point de la côte. Lorsque Ferdinand recommandait aux Français de s'assurer de ma personne, j'étais dans ma baronnie de Macumer, au milieu de bandits qui défient toutes les lois et toutes les vengeances. La dernière maison hispano-mort de Grenade a retrouvé les déserts d'Afrique et jusqu'au cheval sarrasin dans un domaine qui lui vient des Sarrasins. Les yeux de ces bandits ont brillé d'une joie et d'un orgueil sauvage en apprenant qu'ils protégeaient contre la vendetta du roi d'Espagne, le duc de Soria, leur maître, un Henares enfin, le premier qui soit venu les visiter depuis le temps où l'île appartenait aux morts, eux qui la veille craignaient ma justice. 22 carabines se sont offertes à viser Ferdinand de Bourbon, ce fils d'une race encore inconnue au jour où les abencerrages arrivaient en vainqueurs au bord de la Loire. Je croyais pouvoir vivre des revenus de ces immenses domaines auxquels nous avons malheureusement si peu songé. Mais mon séjour m'a démontré mon erreur et la véracité des rapports de Queverdo. Le pauvre homme avait 22 vies d'hommes à mon service et pas un réal. Des savanes de 20 000 arpents et pas une maison. Des forêts vierges et pas un meuble. 1 million de piastres et la présence du maître pendant un demi-siècle serait nécessaire pour mettre en valeur ces terres magnifiques. J'y songerai. Les vaincus méditent pendant leur fuite et sur eux-mêmes et sur la partie perdue. En voyant ce beau cadavre rongé par les moines, mes yeux se sont baignés de larmes. J'y reconnaissais le triste avenir de l'Espagne. J'ai appris à Marseille la fin de Riego. J'ai pensé douloureusement que ma vie aussi va se terminer par un martyre, mais obscur et long. Ne sera-ce donc exister que de ne pouvoir ni se consacrer à un pays, ni vivre pour une femme ? Aimer, conquérir, cette double face de la même idée était la loi gravée sur nos sabres, écrite en lettres d'or aux voûtes de nos palais, incessamment redite par les jets d'eau qui montaient en gerbes dans nos bassins de marbre. Mais cette loi fanatise inutilement mon cœur. Le sabre est brisé, le palais est en cendres, la source vive est bue par des sables stériles. Voici donc mon testament. Don Fernand. Vous allez comprendre pourquoi je bridais votre ardeur en vous ordonnant de rester fidèle au Rey Neto. Comme ton frère et ton ami, je te supplie d'obéir. Comme votre maître, je vous le commande. Vous irez au roi, vous lui demanderez mes grandesses et mes biens, ma charge et mes titres. Il hésitera peut-être, il fera quelques grimaces royales, mais vous lui direz que vous êtes aimé de Marie Heredia, et que Marie ne peut épouser que le duc de Soria. Vous le verrez alors tressaillant de joie. L'immense fortune des Heredia l'empêchait de consommer ma ruine. Elle lui paraîtra complète ainsi, vous aurez aussitôt ma dépouille. Vous épouserez Marie. J'avais surpris le secret de votre mutuel amour combattu. Aussi ai-je préparé le vieux comte à cette substitution. Marie et moi nous obéissions aux convenances et aux vœux de nos pères. Vous êtes beau comme un enfant de l'amour, je suis laid comme un grand d'Espagne.
Vous êtes aimé, je suis l'objet d'une répugnance inavouée. Vous aurez bientôt vaincu le peu de résistance que mon malheur inspirera peut-être à cette noble Espagnole. Duc de Soria, votre prédécesseur ne veut ni vous coûter un regret, ni vous priver d'un maravédi. Comme les joyaux de Marie peuvent réparer le vide que les diamants de ma mère feront dans votre maison, vous m'enverrez ces diamants qui suffiront pour assurer l'indépendance de ma vie par ma nourrice, la vieille Urraca, la seule personne que je veuille conserver des gens de ma maison. Elle seule sait bien préparer mon chocolat. Durant notre courte révolution, mes constants travaux avaient réduit ma vie au nécessaire et les appointements de ma place y pourvoyaient. Vous trouverez les revenus de ces 2 dernières années entre les mains de votre intendant. Cette somme est à moi. Le mariage d'un duc de Soria occasionne de grandes dépenses, nous la partagerons donc. Vous ne refuserez pas le présent de noces de votre frère, le bandit. D'ailleurs, telle est ma volonté. La baronnie de Macumer n'étant pas sous la main du roi d'Espagne, elle me reste et me laisse la faculté d'avoir une patrie et un nom, si par hasard je voulais devenir quelque chose. Dieu soit loué, voici les affaires finies, la maison de Soria est sauvée. Au moment où je ne suis plus que baron de Macumer, les canons français annoncent l'entrée du duc d'Angoulême. Vous comprendrez, monsieur, pourquoi j'interromps ici ma lettre. En arrivant ici, je n'avais pas dit quadruple. Un homme d'État n'est-il pas bien petit quand, au milieu des catastrophes qu'il n'a pas empêchées, il montre une prévoyance égoïste ? Aux morts vaincus, un cheval et le désert. Aux chrétiens trompés dans leurs espérances, le couvent et quelques pièces d'or. Cependant, ma résignation n'est encore que de la lassitude. Je ne suis point assez près du monastère pour ne pas songer à vivre. Osalga m'avait, à tout hasard, donné des lettres de recommandation, parmi lesquelles il s'en trouvait une pour un libraire qui est à nos compatriotes ce que Galignani est ici aux Anglais. Cet homme m'a procuré 8 écoliers à 3 francs par cachet. Je vais chez mes élèves de 2 jours l'un. J'ai donc 4 séances par jour et gagne 12 francs, somme bien supérieure à mes besoins. À l'arrivée d'Urraca, je ferai le bonheur de quelque Espagnol proscrit en lui cédant ma clientèle. Je suis logé rue Hillerin-Bertin, chez une pauvre veuve qui prend des pensionnaires. Ma chambre est au midi et donne sur un petit jardin. Je n'entends aucun bruit, je vois de la verdure et ne dépense en tout qu'une piastre par jour. Je suis tout étonné des plaisirs calmes et purs que je goûte dans cette vie de Denise à Corinthe. Depuis le lever du soleil jusqu'à 10 heures, je fume et prends mon chocolat, assis à ma fenêtre, en regardant 2 plantes espagnoles, un genêt qui s'élève entre les masses d'un jasmin. De l'or sur un fond blanc, une image qui fera toujours tressaillir un rejeton des morts. À 10 heures, je me mets en route jusqu'à 4 heures pour donner mes leçons. À 7 heures, je reviens dîner, je fume et lis après jusqu'à mon coucher. Je puis mener longtemps cette vie, que mélangent le travail et la méditation, la solitude et le monde. Sois donc heureux, Fernand. Mon abdication est accomplie sans arrière-pensée. Elle n'est suivie d'aucun regret comme celle de Charles Quint, d'aucune envie de renouer la partie comme celle de Napoléon. 5 nuits et 5 jours ont passé sur mon testament. La pensée en a fait 5 siècles. Les grandesses, les titres, les biens sont pour moi comme s'ils n'eussent jamais été. Maintenant que la barrière de respect qui nous séparait est tombée, je puis, cher enfant, te laisser lire dans mon cœur. Ce cœur, que la gravité couvre d'une impénétrable armure, est plein de tendresse et de dévouement sans emploi. Mais aucune femme ne l'a deviné, pas même celle qui, dès le berceau, me fut destinée. Là est le secret de mon ardente vie politique. À défaut de maîtresse, j'ai adoré l'Espagne. L'Espagne aussi m'a échappé. Maintenant que je ne suis plus rien, je puis contempler le moi détruit, me demander pourquoi la vie y est venue et quand elle s'en ira. Pourquoi la race chevaleresque par excellence a jeté dans son dernier rejeton ses premières vertus, son amour africain, sa chaude poésie. Si la graine doit conserver sa rugueuse enveloppe sans pousser de tige, sans effeuiller ses parfums orientaux du haut d'un radieux calice.
Quel crime ai-je commis avant de naître pour n'avoir inspiré d'amour à personne ? Dès ma naissance, étais-je donc un vieux débris destiné à échouer sur une grève aride ? Je retrouve en mon âme les déserts paternels, éclairés par un soleil qui les brûle sans y rien laisser croître. Reste orgueilleux d'une race déchue, force inutile, amour perdu. Vieux, jeune homme, j'attendrai donc où je suis, mieux que partout ailleurs, la dernière faveur de la mort. Hélas, sous ce ciel brumeux, aucune étincelle ne ranimera la flamme dans toutes ses cendres. Aussi pourrais-je dire pour dernier mot, comme Jésus-Christ, « Mon Dieu, tu m'as abandonné ». Terrible parole que personne n'a osé sonder. Juge, Fernand, combien je suis heureux de revivre en toi et en Marie. Je vous contemplerai désormais avec l'orgueil d'un créateur fier de son œuvre. Aimez-vous bien et toujours, ne me donnez pas de chagrin. Un orage entre vous me ferait plus de mal qu'à vous-même. Notre mère avait pressenti que les événements serviraient un jour ses espérances. Peut-être le désir d'une mère est-il un contrat passé entre elle et Dieu. N'était-elle pas d'ailleurs un de ces êtres mystérieux qui peuvent communiquer avec le ciel et qui en rapportent une vision de l'avenir ? Combien de fois n'ai-je pas lu dans les rides de son front qu'elle souhaitait à Fernand les honneurs et les biens de Felipe ? Je lui disais, elle me répondait par de larmes et me montrait les plaies d'un cœur qui nous était dû tout entier à l'un comme à l'autre, mais qu'un invincible amour donnait à toi seul. Aussi, son ombre joyeuse planera-t-elle au-dessus de vos têtes quand vous les inclinerez à l'autel. Viendrez-vous caresser enfin votre Felipe, Donna Clara ? Vous le voyez, il cède à votre bien-aimé jusqu'à la jeune fille que vous poussiez à regret sur ses genoux. Ce que je fais plaît aux femmes, aux morts, aux rois. Dieu le voulait, n'y dérange donc rien, Fernand. Obéis et tais-toi. PS. Recommande à Urraca de ne pas me nommer autrement que Monsieur Henares. Ne dis pas un mot de moi à Marie. Tu dois être le seul être vivant qui sache les secrets du dernier mort christianisé, dans les veines duquel mourra le sang de la grande famille née au désert et qui va finir dans la solitude. Adieu. Chapitre 7. Louise de Chaulieu à René de Maucombe. Janvier 1824. Comment ? Bientôt mariée ? Mais prend-on les gens ainsi ? Au bout d'un mois, tu te promets un homme sans le connaître, sans rien savoir. Cet homme peut être sourd. On l'est de tant de manières. Il peut être maladif, ennuyeux, insupportable. Ne vois-tu pas, René, ce qu'on veut faire de toi ? Tu leur es nécessaire pour continuer la glorieuse maison de l'Estorade. Et voilà tout. Tu vas devenir une provinciale. Sont cela nos promesses mutuelles ? À votre place, j'aimerais mieux aller me promener aux îles d'Hyères en caïque, jusqu'à ce qu'un corsaire algérien m'enlevât et me vendît au grand seigneur. Je deviendrai sultane, puis, quelques jours validés, je mettrai le sérail sans dessus-dessous, et tant que je serai jeune et quand je serai vieille. Tu sors d'un couvent pour entrer dans un autre. Je te connais, tu es lâche. Tu vas entrer en ménage avec une soumission d'agneau. Je te donnerai des conseils, tu viendras à Paris, nous y ferons enrager les hommes et nous deviendrons des reines. Ton mari, ma belle biche, peut, dans 3 ans d'ici, se faire nommer député. Je sais maintenant ce qu'est un député, je te l'expliquerai. Tu joueras très bien de cette machine, tu pourras demeurer à Paris et y devenir, comme dit ma mère, une femme à la mode. Oh, je ne te laisserai certes pas dans ta Bastide. Lundi. Voilà 15 jours, ma chère, que je vis de la vie du monde. Un soir aux Italiens, l'autre du Grand Opéra, de là toujours au bal. Ah, le monde est une féerie. La musique des Italiens me ravit, et pendant que mon âme nage dans un plaisir divin, je suis lorgnée, admirée. Mais, par un seul de mes regards, je fais baisser les yeux au plus hardi jeune homme. J'ai vu là des jeunes gens charmants. Eh bien, pas un ne me plaît. Aucun ne m'a causé l'émotion que j'éprouve en entendant Garcia dans son magnifique duo avec Pellegrini dans Othello. Mon Dieu, combien ce Rossini doit être jaloux pour avoir si bien exprimé la jalousie. Quel cri que « il mio cor si divide ».
Je te parle grec, tu n'as pas entendu Garcia, mais tu sais combien je suis jalouse. Quel triste dramaturge que Shakespeare. Othello se prend de gloire, il remporte des victoires, il commande, il parade, il se promène en laissant Desdémone dans son coin, et Desdémone, qui le voit préférant à elle les stupidités de la vie publique, ne se fâche point. Cette brebis mérite la mort. Que celui que je daignerais aimer s'avise de faire autre chose que de m'aimer. Moi, je suis pour les longues épreuves de l'ancienne chevalerie. Je regarde comme très impertinent et très sot ce paltoquet de jeune seigneur qui a trouvé mauvais que sa souveraine l'envoyât chercher son gant au milieu des lions. Elle lui réservait sans doute quelques belles fleurs d'amour, et il l'a perdue après l'avoir méritée, l'insolent. Mais je babille comme si je n'avais pas de grandes nouvelles à t'apprendre. Mon père va sans doute représenter le roi, notre maître, à Madrid. Je dis notre maître, car je ferai partie de l'ambassade. Ma mère désire rester ici, mon père m'emmènera pour avoir une femme près de lui. Ma chère, tu ne vois là rien que de simple, et néanmoins, il y a là des choses monstrueuses. En 15 jours, j'ai découvert les secrets de la maison. Ma mère suivrait mon père à Madrid s'il voulait prendre monsieur de Canalis en qualité de secrétaire d'ambassade. Mais le roi désigne les secrétaires, le duc n'ose pas contrarier le roi qui est fort absolu, ni fâcher ma mère, et ce grand politique croit avoir tranché les difficultés en laissant ici la duchesse. Monsieur de Canalis, le grand poète du jour, est le jeune homme qui cultive la société de ma mère, et qui étudie sans doute avec elle la diplomatie de 3 heures à 5 heures. La diplomatie doit être une belle chose, car il est assidu comme un joueur à la bourse. Monsieur le duc de Rhétoré, notre aîné, solennel, froid et fantasque, serait écrasé par son père à Madrid. Il reste à Paris. Miss Griffith sait d'ailleurs qu'Alphonse aime une danseuse de l'opéra. Comment peut-on aimer des jambes et des pirouettes? Nous avons remarqué que mon frère assiste aux représentations quand il danse Tullia. Il applaudit les pas de cette créature et sort après. Je crois que 2 filles dans une maison y font plus de ravages que n'en ferait la peste. Quant à mon second frère, il est à son régiment, je ne l'ai pas encore vu. Voilà comment je suis destinée à être l'Antigone d'un ambassadeur de Sa Majesté. Peut-être me marierai-je en Espagne, et peut-être la pensée de mon père est-elle de m'y marier sans dot, absolument comme on te marie à ce reste de vieux garde d'honneur. Mon père m'a proposé de le suivre et m'a offert son maître d'espagnol. Vous voulez, lui ai-je dit, me faire faire des mariages en Espagne? Il m'a, pour toute réponse, honoré d'un fin regard. Il aime depuis quelques jours à m'agacer au déjeuner, il m'étudie et je dissimule. Aussi l'ai-je, comme père et comme ambassadeur, in petto, cruellement mystifié. Ne me prenait-il pas pour une sotte? Il me demandait ce que je pensais de tel jeune homme ou de quelques demoiselles avec lesquelles je me suis trouvée dans plusieurs maisons. Je lui ai répondu par la plus stupide discussion sur la couleur des cheveux, sur la différence des tailles, sur la physionomie des jeunes gens. Mon père parut désappointé de me trouver si niaise. Il se blâma intérieurement de m'avoir interrogée. Cependant, mon père ajoutait « Je ne dis pas que ce que je pense réellement. Ma mère m'a dernièrement fait peur d'être inconvenante en parlant de mes impressions. En famille, vous pouvez vous expliquer sans crainte, répondit ma mère. Eh bien, repris-je, les jeunes gens m'ont jusqu'à présent paru être plus intéressés qu'intéressants, plus occupés d'eux que de nous. Mais ils sont, à la vérité, très peu dissimulés. Ils quittent à l'instant la physionomie qu'ils ont prise pour nous parler et s'imaginent sans doute que nous ne savons point nous servir de nos yeux. L'homme qui nous parle est l'amant, l'homme qui ne nous parle plus est le mari. Quant aux jeunes personnes, elles sont si fausses qu'il est impossible de deviner leur caractère autrement que par celui de leur danse. Il n'y a que leur taille et leurs mouvements qui ne mentent point. J'ai surtout été effrayée de la brutalité du beau monde. Quand il s'agit de souper, il se passe, toute proportion gardée, des choses qui me donnent une image des émeutes populaires. La politesse cache très imparfaitement l'égoïsme général. Je me figurais le monde autrement. Les femmes y sont comptées pour peu de choses, et peut-être est-ce un reste des doctrines de Bonaparte. Armande fait d'étonnants progrès, a dit ma mère. Ma mère, croyez-vous que je vous demanderai toujours si Madame de Staël est morte? Mon père sourit et se leva. Samedi. Ma chère, je n'ai pas tout dit. Voici ce que je te réserve. L'amour que nous imaginions doit être bien profondément caché. Je n'en ai vu de trace nulle part.
J'ai bien sûr pris quelques regards rapidement échangés dans les salons, mais quelle pâleur! Notre amour, ce monde de merveilles, de beaux songes, de réalités délicieuses, de plaisirs et de douleurs se répondant, ces sourires qui éclairent la nature, ces paroles qui ravissent, ce bonheur toujours donné, toujours reçu, ces tristesses causées par l'éloignement et ces joies que prodigue la présence de l'être aimé. De tout cela, rien. Où toutes ces splendides fleurs de l'âme naissent-elles? Qui ment, nous ou le monde? J'ai déjà vu des jeunes gens, des hommes par centaines, et pas un ne m'a causé la moindre émotion. Ils m'auraient témoigné admiration et dévouement, ils se seraient battus, j'aurais tout regardé d'un œil insensible. L'amour, ma chère, comporte un phénomène si rare qu'on peut vivre toute sa vie sans rencontrer l'être à qui la nature a départi le pouvoir de nous rendre heureuses. Cette réflexion fait frémir, car si c'était de se rencontrer tard, qu'en dis-tu ? Depuis quelques jours, je commence à m'épouvanter de notre destinée, à comprendre pourquoi tant de femmes ont des visages attristés sous la couche de vermillon qui mettent les fausses joies d'une fête. On se marie au hasard et tu te maries ainsi. Des ouragans de pensées ont passé dans mon âme. Être aimé tous les jours, de la même manière et néanmoins diversement. Être aimé autant après 10 ans de bonheur que le premier jour. Un pareil amour veut des années. Il faut s'être laissé désirer pendant bien du temps, avoir éveillé bien des curiosités et les satisfaire, avoir excité bien des sympathies et y répondre. Y a-t-il donc des lois pour les créations du cœur, comme pour les créations visibles de la nature ? L'allégresse se soutient-elle ? Dans quelle proportion l'amour doit-il mélanger ses larmes et ses plaisirs ? Les froides combinaisons de la vie funèbre, égale, permanente du couvent, m'ont alors semblé possibles, tandis que les richesses, les magnificences, les pleurs, les délices, les fêtes, les joies, les plaisirs de l'amour égal, partagé, permis, m'ont semblé l'impossible. Je ne vois point de place dans cette ville aux douceurs de l'amour, à ces saintes promenades sous des charmilles, au clair de la pleine lune, quand elle fait briller les eaux et qu'on résiste à des prières. Riche, jeune et belle, je n'ai qu'à aimer. L'amour peut devenir ma vie, ma seule occupation. Or, depuis 3 mois que je viens avec une impatiente curiosité, je n'ai rien rencontré parmi ces regards brillants, avides, éveillés. Aucune voix ne m'a émue, aucun regard ne m'a illuminé ce monde. La musique seule a rempli mon âme, elle seule a été pour moi ce qu'est notre amitié. Je suis restée quelquefois pendant 1 heure, la nuit, à ma fenêtre, regardant le jardin, appelant des événements, les demandant à la source inconnue d'où ils sortent. Je suis quelquefois partie en voiture, allant me promener, mettant pied à terre dans les Champs-Élysées en imaginant qu'un homme, que celui qui réveillera mon âme engourdie, arrivera, me suivra, me regardera. Mais ces jours-là, j'ai vu des saltimbanques, des marchands de pain d'épices et des faiseurs de tours, des passants pressés d'aller à leurs affaires ou des amoureux qui fuyaient tous les regards. Et j'étais tentée de les arrêter et de leur dire « Vous qui êtes heureux, dites-moi ce que c'est que l'amour. » Mais je rentrais ces folles pensées, je remontais en voiture et je me promettais de demeurer vieille fille. L'amour est certainement une incarnation. Et quelles conditions ne faut-il pas pour qu'elle ait lieu ? Nous ne sommes pas certaines d'être toujours bien d'accord avec nous-mêmes. Que sera-ce à 2 ? Dieu seul peut résoudre ce problème. Je commence à croire que je retournerai au couvent. Si je reste dans le monde, j'y ferai des choses qui ressembleront à des sottises, car il m'est impossible d'accepter ce que je vois. Tout blesse mes délicatesses, les mœurs de mon âme ou mes secrètes pensées. Ah, ma mère est la femme la plus heureuse du monde. Elle est adorée par son grand petit Canalis. Mon ange, il me prend d'horribles fantaisies de savoir ce qui se passe entre ma mère et ce jeune homme. Griffith a, dit-elle, eu toutes ces idées. Elle a eu envie de sauter au visage des femmes qu'elle voyait heureuses. Elle les a dénigrées, déchirées. Selon elle, la vertu consiste à enterrer toutes ces sauvageries-là dans le fond de son cœur. Qu'est-ce donc que le fond du cœur ? Un entrepôt de tout ce que nous avons de mauvais ? Je suis très humiliée de ne pas avoir rencontré d'adorateur. Je suis une fille à marier, mais j'ai des frères, une famille, des parents chatouilleux. Ah, si telle était la raison de la retenue des hommes, ils seraient bien lâches. Le rôle de Chimène dans le Cid et celui du Cid me ravissent. Quelle admirable pièce de théâtre. Allons,
Adieu. Chapitre 8. La même à la même. Janvier. Nous avons pour maître un pauvre réfugié forcé de se cacher à cause de sa participation à la révolution que le duc d'Angoulême est allé vaincre. Succès auquel nous avons dû de belles fêtes. Quoique libéral et sans doute bourgeois, cet homme m'a intéressé. Je me suis imaginé qu'il était condamné à mort. Je le fais causer pour savoir son secret, mais il est d'une taciturnité castillane, fier comme s'il était Gonzalve de Cordoue, et néanmoins d'une douceur et d'une patience angélique. Sa fierté n'est pas montée comme celle de Miss Griffith, elle est toute intérieure. Il se fait rendre ce qui lui est dû en nous rendant ses devoirs et nous écarte de lui par le respect qu'il nous témoigne. Mon père prétend qu'il y a beaucoup de grands seigneurs chez le sieur Henares, qu'il nomme entre nous Don Henares par plaisanterie. Quand je me suis permis de l'appeler ainsi, il y a quelques jours, cet homme a relevé sur moi ses yeux, qu'il tient ordinairement baissés, et m'a lancé 2 éclairs qui m'ont interdite. Ma chère, il a, certes, les plus beaux yeux du monde. Je lui ai demandé si je l'avais fâché en quelque chose, et il m'a dit alors dans sa sublime et grandiose langue espagnole « Mademoiselle, je ne viens ici que pour vous apprendre l'espagnol. » Je me suis sentie humiliée, j'ai rougi. J'allais lui répliquer par quelque bonne impertinence quand je me suis souvenue de ce que nous disait notre chère mère en Dieu, et alors je lui ai répondu « Si vous aviez à me reprendre en quoi que ce soit, je deviendrais votre obligée. » Il a tressailli. Le sang a coloré son teint olivâtre. Il m'a répondu d'une voix doucement émue. « La religion a dû vous enseigner mieux que je ne saurais le faire à respecter les grandes infortunes. Si j'étais don en Espagne, et que j'eusse tout perdu au triomphe de Ferdinand VII, votre plaisanterie serait une cruauté. Mais si je ne suis qu'un pauvre maître de langue, n'est-ce pas une atroce raillerie? Ni l'une ni l'autre ne sont dignes d'une jeune fille noble. Je lui ai pris la main en lui disant « J'invoquerai donc aussi la religion pour vous prier d'oublier mon tort. » Il a baissé la tête, a ouvert mon Don Quichotte et s'est assis. Ce petit incident m'a causé plus de trouble que tous les compliments, les regards et les phrases que j'ai recueillis pendant la soirée où j'ai été le plus courtisé. Durant la leçon, je regardais avec attention cet homme qui se laissait examiner sans le savoir. Il ne lève jamais les yeux sur moi. J'ai découvert que notre maître, à qui nous donnions 40 ans, est jeune. Il ne doit pas avoir plus de 26 à 28 ans. Ma gouvernante, à qui je l'avais abandonné, m'a fait remarquer la beauté de ses cheveux noirs et celle de ses dents qui sont comme des perles. Quant à ses yeux, c'est à la fois du velours et du feu. Voilà tout. Il est d'ailleurs petit et laid. On nous avait dépeint les Espagnols comme étant peu propres, mais il est extrêmement soigné. Ses mains sont plus blanches que son visage. Il a le dos un peu voûté, sa tête est énorme et d'une forme bizarre. Sa laideur, assez spirituelle d'ailleurs, est aggravée par des marques de petites vérolles qui lui ont couturé le visage. Son front est très proéminent, ses sourcils se rejoignent et sont trop épais. Il lui donne un air dur qui repousse les âmes. Il a la figure rechignée et maladive qui distingue les enfants destinés à mourir et qui n'ont dû la vie qu'à des soins infinis comme sœur Marthe. Enfin, comme le disait mon père, il a le masque amoindri du cardinal de Jiménez. Mon père ne l'aime point. Il se sent gêné avec lui. Les manières de notre maître ont une dignité naturelle qui semble inquiéter le cher duc. Il ne peut souffrir la supériorité sous aucune forme auprès de lui. Dès que mon père saura l'espagnol, nous partirons pour Madrid. 2 jours après la leçon que j'avais reçue, quand Henares est revenu, je lui ai dit, pour lui marquer une sorte de reconnaissance, « Je ne doute pas que vous n'ayez quitté l'Espagne à cause des événements politiques. Si mon père y est envoyé, comme on le dit, nous serons à même de vous y rendre quelques services et d'obtenir votre grâce au cas où vous seriez frappé par une condamnation. » « Il n'est au pouvoir de personne de m'obliger, m'a-t-il répondu. « Comment, monsieur, lui ai-je dit, est-ce parce que vous ne voulez accepter aucune protection ou par impossibilité ?»« L'un et l'autre, m'a-t-il dit en s'inclinant et avec un accent qui m'a imposé silence. Le sang de mon père a grondé dans mes veines. Cette hauteur m'a révoltée et j'ai laissé là le sieur Henares.
Cependant, ma chère, il y a quelque chose de beau à ne rien vouloir d'autrui. Il n'accepterait pas même notre amitié, pensai-je en conjuguant un verbe. Là, je me suis arrêtée et je lui ai dit la pensée qui m'occupait, mais en espagnol. Le Henares m'a répondu fort courtoisement qu'il fallait dans les sentiments une égalité qui ne s'y trouverait point et qu'alors cette question était inutile. Entendez-vous l'égalité relativement à la réciprocité des sentiments ou à la différence des rangs ? Ai-je demandé pour essayer de le faire sortir de sa gravité qui m'impatiente. Il a encore relevé ses redoutables yeux et j'ai baissé les miens. Cher, cet homme était une énigme indéchiffrable. Il semblait me demander si mes paroles étaient une déclaration. Il y avait dans son regard un bonheur, une fierté, une angoisse d'incertitude qui m'ont étreint le cœur. J'ai compris que ces coquetteries, qui sont en France estimées à leur valeur, prenaient une dangereuse signification avec un espagnol, et je suis rentrée un peu sotte dans ma coquille. En finissant la leçon, il m'a saluée en me jetant un regard plein de prières humbles et qui disait « Ne vous jouez pas d'un malheureux ». Ce contraste subit avec ses façons graves et dignes m'a fait une vive impression. N'est-ce pas horrible à penser et à dire ? Il me semble qu'il y a des trésors d'affection dans cet homme. Je continue un peu. Chapitre 9. Madame de l'Estorade à Mademoiselle de Chaulieu. Décembre. Tout est dit et tout est fait, ma chère enfant. C'est Madame de l'Estorade qui t'écrit. Mais il n'y a rien de changé entre nous. Il n'y a qu'une fille de moins. Sois tranquille, j'ai médité mon consentement et je ne l'ai pas donné follement. Ma vie est maintenant déterminée. La certitude d'aller dans un chemin tracé convient également à mon esprit et à mon caractère. Une grande force morale a corrigé pour toujours ce que nous nommons les hasards de la vie. Nous avons des terres à faire valoir, une demeure à orner, à embellir. J'ai un intérieur à conduire et à rendre aimable, un homme à réconcilier avec la vie. J'aurai sans doute une famille à soigner, des enfants à élever. Que veux-tu ? La vie ordinaire ne saurait être quelque chose de grand ni d'excessif. Certes, les immenses désirs qui étendent et l'âme et la pensée n'entrent pas dans ces combinaisons, en apparence du moins. Qui m'empêche de laisser voguer sur la mer de l'infini les embarcations que nous y lancions ? Néanmoins, ne crois pas que les choses humbles auxquelles je me dévoue soient exemptes de passion. La tâche de faire croire au bonheur à un pauvre homme qui a été le jouet des tempêtes est une belle œuvre, et peut suffire à modifier la monotonie de mon existence. Je n'ai point vu que je laissasse prise à la douleur, et j'ai vu du bien à faire. Entre nous, je n'aime pas Louis de l'Estorade, de cet amour qui fait que le cœur bat quand on entend un pas, qui nous émeut profondément au moindre son de la voix ou quand un regard de feu nous enveloppe. Mais il ne me déplaît point non plus. Que ferais-je, me diras-tu, de cet instinct des choses sublimes, de ces pensées fortes qui nous lient et qui sont en nous ? Oui, voilà ce qui m'a préoccupée. Eh bien, n'est-ce pas une grande chose que de les cacher, que de les employer à l'insu de tous au bonheur de la famille, d'en faire les moyens de la félicité des êtres qui nous sont confiés et auxquels nous nous devons ? La saison où ces facultés brillent est bien restreinte chez les femmes. Elle sera bientôt passée. Et si ma vie n'aura pas été grande, elle aura été calme, unie et sans vicissitude. Nous naissons avantagés, nous pouvons choisir entre l'amour et la maternité. Eh bien, j'ai choisi. Je ferai mes dieux de mes enfants et mon Eldorado de ce coin de terre. Voilà tout ce que je puis te dire aujourd'hui. Je te remercie de toutes les choses que tu m'as envoyées. Donne ton coup d'œil à mes commandes, dont la liste est jointe à cette lettre. Je veux vivre dans une atmosphère de luxe et d'élégance et n'avoir de la province que ce qu'elle offre de délicieux. En restant dans la solitude, une femme ne peut jamais être provinciale. Elle reste elle-même. Je compte beaucoup sur ton dévouement pour me tenir au courant de toutes les modes. Dans son enthousiasme, mon beau-père ne me refuse rien et bouleverse sa maison. Nous faisons venir des ouvriers de Paris et nous modernisons tout. Chapitre 10. Mademoiselle de Chaulieu à Madame de l'Estorade. Janvier. Oh René, tu m'as attristée pour plusieurs jours.
Ainsi ce corps délicieux, ce beau et fier visage, ces manières naturellement élégantes, cette âme pleine de dons précieux, ces yeux où l'âme se désaltère comme à une vive source d'amour, ce cœur rempli de délicatesses exquises, cet esprit étendu, toutes ces facultés si rares, ces efforts de la nature et de notre mutuelle éducation, ces trésors d'où devaient sortir pour la passion et pour le désir des richesses uniques, des poèmes, des heures qui auraient valu des années, des plaisirs à rendre un homme esclave d'un seul mouvement gracieux, tout cela va se perdre dans les ennuis d'un mariage vulgaire et commun, s'effacer dans le vide d'une vie qui te deviendra fastidieuse. Je hais d'avance les enfants que tu auras, ils seront mal faits. Tout est prévu dans ta vie, tu n'as ni à espérer, ni à craindre, ni à souffrir. Et si tu rencontres dans un jour de splendeur un être qui te réveille du sommeil auquel tu vas te livrer, ah, j'ai eu froid dans le dos à cette pensée. Enfin, tu as une amie. Tu vas sans doute être l'esprit de cette vallée. Tu t'initieras à ses beautés, tu vivras avec cette nature, tu te pénétreras de la grandeur des choses, de la lenteur avec laquelle procède la végétation, de la rapidité avec laquelle s'élance la pensée. Et quand tu regarderas tes riantes fleurs, tu feras des retours sur toi-même. Puis lorsque tu marcheras entre ton mari en avant et tes enfants en arrière glapissant, murmurant, jouant, l'autre muet et satisfait, je sais d'avance ce que tu m'écriras. Ta vallée fumeuse et ses collines, ou arides ou garnies de beaux arbres, ta prairie si curieuse en Provence, ses eaux claires partagées en filets, les différentes teintes de la lumière, tout cet infini, varié par Dieu, et qui t'entoure, te rappellera le monotone infini de ton cœur. Mais enfin, je serai là, ma Renée. Et tu trouveras une amie dont le cœur ne sera jamais atteint par la moindre petitesse sociale, un cœur tout à toi. Lundi. Ma chère, mon espagnol est d'une admirable mélancolie. Il y a chez lui je ne sais quoi de calme, d'austère, de digne, de profond qui m'intéresse au dernier point. Cette solennité constante et le silence qui couvre cet homme ont quelque chose de provoquant pour l'âme. Il est muet et superbe comme un roi déchu. Nous nous occupons de lui, Griffith et moi, comme d'une énigme. Quelle bizarrerie! Un maître de langue obtient sur mon attention le triomphe qu'aucun homme n'a remporté, moi qui maintenant ai passé en revue tous les fils de famille, tous les attachés d'ambassade et les ambassadeurs, les généraux et les sous-lieutenants, les pairs de France, leurs fils et leurs neveux, la cour et la ville. La froideur de cet homme est irritante. Le plus profond orgueil remplit le désert qu'il essaie de mettre et qu'il met entre nous. Enfin, il s'enveloppe d'obscurité. C'est lui qui a de la coquetterie, et c'est moi qui ai de la hardiesse. Cette étrangeté m'amuse d'autant plus que tout cela est sans conséquence. Qu'est-ce qu'un homme, un espagnol et un maître de langue? Je ne me sens pas le moindre respect pour quelque homme que ce soit, fût-ce un roi. Je trouve que nous valons mieux que tous les hommes, même les plus justement illustres. Oh, comme j'aurais dominé Napoléon, comme je lui aurais fait sentir, s'il m'eût aimé, qu'il était à ma discrétion. Hier, j'ai lancé une épigramme qui a dû atteindre maître Hénarès au vif. Il n'a rien répondu. Il avait fini sa leçon, il a pris son chapeau et m'a salué en me jetant un regard qui me fait croire qu'il ne reviendra plus. Cela me va très fort. Il y aurait quelque chose de sinistre à recommencer la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau que je viens de lire et qui m'a fait prendre l'amour en haine. L'amour discuteur et phraseur me paraît insupportable. Clarisse est aussi pas trop contente quand elle a écrit sa longue petite lettre. Mais l'ouvrage de Richardson explique d'ailleurs, m'a dit mon père, admirablement les Anglaises. Celui de Rousseau me fait l'effet d'un sermon philosophique en lettres. L'amour est, je crois, un poème entièrement personnel. Il n'y a rien qui ne soit à la fois vrai et faux dans tout ce que les auteurs nous en écrivent. En vérité, ma chère Belle, comme tu ne peux plus me parler que d'amour conjugal, je crois, dans l'intérêt bien entendu de notre double existence, qu'il est nécessaire que je reste fille et que j'aie quelques belles passions pour que nous connaissions bien la vie. Raconte-moi très exactement tout ce qui t'arrivera, surtout dans les premiers jours, avec cet animal que je nomme un mari. Je te promets la même exactitude si jamais je suis aimée. Adieu, pauvre chérie engloutie.
Chapitre 11. Madame de l'Estorade à Mademoiselle de Chaulieu à la Crampade. Ton espagnol et toi, vous me faites frémir, ma chère mignonne. Je t'écris ce peu de lignes pour te prier de le congédier. Tout ce que tu m'en dis se rapporte au caractère le plus dangereux de ceux de ces gens-là qui, n'ayant rien à perdre, risquent tout. Cet homme ne doit pas être ton amant et ne peut pas être ton mari. Je t'écrirai plus en détail sur les événements secrets de mon mariage, mais quand je n'aurai plus au cœur l'inquiétude que ta dernière lettre m'y a mise. Et c'est là que je m'arrête pour cette lecture. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt, passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, voilà, merci beaucoup encore. Et si vous voulez aimer cette vidéo ou la partager, alors ça me fera un plaisir infini, merci.